Bonsoir à tous. Comme le président de l'ASBL Musée Horta vous l'a dit, le Fonds Bayeux-Latour nous permet cette année de proposer au public cette reconstitution, ou cette hypothèse de restitution pour être plus précis, j'espère que c'est bon, de la Maison du Peuple, mais aussi c'est un événement dont on va moins parler ce soir. Il s'agit de l'ouverture du dernier étage de la maison personnelle de Victor Horta, demain à partir de 9h. Cet étage est ouvert. Évidemment, vous y découvrirez une chambre de bonne. Ce ne sont généralement pas les pièces les plus luxueuses dans une maison bourgeoise, mais cet étage a beaucoup d'intérêt puisqu'il vous permettra de comprendre la structure de l'escalier et du lanterneau. Et c'est vrai que en pensant au soutien du Fonds Bayeux-Latour, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un énorme raccourci temporel et de penser à un tout autre mécénat, une forme de mécénat, fait il y a plus de 120 ans. Celui d'Alfred Solvay, qui se porta garant du prêt consenti pour la construction de la Maison du Peuple par les banques, auprès du Parti ouvrier belge et de la Société coopérative ouvrière. C'est une très étrange contradiction si on y réfléchit. Le mouvement ouvrier, le Parti ouvrier belge plutôt, proclame dans son programme de 1898 vouloir exproprier les exploitants des mines, des carrières et du sous-sol en général. Et en même temps, il s'acoquine, si je puis dire, avec un industriel, entrepreneur, lui-même exploitant de mines. Et puis au fond, que dire aussi d'Alfred Solvay, dont le geste généreux sonne comme l'approbation d'un mouvement coopératif, un mouvement tout à fait à rebours d'une économie de marché, dont il est justement le premier bénéficiaire. Et au fond, l'Art nouveau est lui aussi le fruit de nombreuses contradictions. Des contradictions parfois difficiles à appréhender avec notre regard contemporain. La Maison du Peuple elle-même est la matérialisation de cet ultime moment de grâce de l'artisanat et des métiers d'art. Parallèlement, la conception et les formes rapprochent cette maison du monde de l'industrie. Le plan y est aussi libre que dans une usine ou dans une gare, et pourtant, au milieu des poutrelles métalliques, rien ne semble distinguer les ouvriers qui œuvrent des compagnons du Moyen-Âge. La Maison du Peuple est aussi la rencontre heureuse, mais également naturelle, entre un parti ouvrier progressiste et un art nouveau, audacieux. Bien sûr, nous l'avons déjà vu, ils partagent tous deux certaines contradictions, mais leur histoire est au fond si similaire. Jusque dans leur naissance héroïque en Belgique, la première Maison du Peuple ouvre à Jolimont en 1872, et les historiens de l'art considèrent que la première maison Art Nouveau est bien la maison Tassel, construite par Horta en 1893. De la Belgique, ces maisons, qu'elles soient Art Nouveau ou qu'elles soient faites pour le peuple, essaimeront à travers l'Europe. Elles sont, ces maisons du peuple, les filles du Parti ouvrier belge et du mouvement coopératif. L'aristocratie a ses salons, la bourgeoisie ses cercles, les ouvriers auront leur salle des fêtes et leur café. Une bibliothèque et un dispensaire s'ajoutent encore aux services rendus, et la coopérative, de son côté, permet aux ouvriers de se procurer du pain pour 25 centimes au lieu des 30 à 35 centimes généralement payés chez les boulangers dits capitalistes. Mais cette coopérative propose aussi du charbon, de la viande, de la nourriture, tissus et vêtements. Tel est donc très précisément le programme demandé à Victor Horta pour cette construction. Et je vous propose, avant de découvrir à l'issue de cette soirée l'hypothèse de restitution, de vous faire visiter la Maison du Peuple, cette fois sur base uniquement des photos anciennes. Et je commence avec cette vue qui est prise depuis la rue Haute. Vous devez tout de suite le savoir, malheureusement, certains espaces de cette Maison du Peuple sont renseignés ou documentés de manière bien trop lacunaire, et je doute qu'on ne parvienne jamais à vous proposer pour ceci
une restitution fidèle et scientifiquement correcte. C'est le cas justement du magasin Donnage qui se trouvait au rez-de-chaussée de la Maison du Peuple, côté rue Haute. Voici à présent une autre vue prise depuis la place Émile van der Velde. Cette image est datée de 1899. L'inauguration a eu lieu les 1er et 2 avril 1899, à un moment où la maison n'était pas terminée. Et vous voyez que le porche n'a pas encore été construit, seule une palissade le protège. Mais pour que vous compreniez la configuration de cette maison, vous avez ce grand porche qui amène à un hall qui dessert par de nombreux escaliers les différents étages de la maison. Et au bout de cette volée de marche, vous avez la porte qui mène à la salle de café. Le deuxième étage de la Maison du Peuple propose, quant à lui, à la fois le dispensaire. Vous voyez à l'avant-plan un luminaire de Victor Horta, et à l'arrière-plan cette poutrelle métallique surdimensionnée. Nous y reviendrons. Enfin, se trouvait, oui pardon, ceci étant la bibliothèque et ceci étant le dispensaire. Et puis, si je prends une vue un peu plus élevée, vous le voyez immédiatement, on est très certainement autour de 1899. Ici se trouvait la boucherie, dont une photo récemment découverte vous montre l'aménagement, mais surtout ça vous permet de comprendre la difficulté du programme qui est demandé à Victor Horta. Évidemment, lorsque la parcelle est achetée, c'est un terrain idéalement situé, symboliquement très fort. On est entre le palais de justice et la Grand Place, mais le programme commandé à Horta est également ambitieux. Et donc, il a été forcé de placer la salle des fêtes dans le toit de la Maison du Peuple. Et donc, cette salle des fêtes, si vous voulez, est un peu comme un dirigeable posé sur le toit. De même que vous voyez immédiatement à quel point l'extrait cité par Charles Piquet, un palais qui ne serait pas un palais, une maison où l'air et la lumière seraient le luxe si longtemps exclus des taudis ouvriers, est représenté ici avec cette véritable peau de verre qui parcourt toute la façade. Nous quittons donc l'extérieur pour découvrir la salle de café. Salle de café qui pouvait accueillir jusqu'à 800 personnes. Nous reviendrons un peu plus tard et plus longuement sur celle-ci, sur les questions structurelles qu'elle suppose. Le plan intérieur de la Maison du Peuple permettait de se mouvoir, d'accéder aux espaces avec une grande facilité. Et donc, à l'opposé du bar que vous voyez là, se trouvaient des portes vitrées qui vous permettaient d'accéder au grand hall central que vous découvrez ici, avec un double escalier qui permettait d'accéder au deuxième étage, la bibliothèque, le dispensaire, ainsi que quelques bureaux. Et au fond du couloir, donc à droite de ce départ d'escalier, le fameux escalier d'honneur, qui lui devait accueillir une foule tout de même imposante, obligée de devoir monter les nombreux étages avant d'accéder à la salle des fêtes. Et donc Horta a vraiment réfléchi à diviser en deux les escaliers afin de faciliter la montée et la descente pour éviter le tumulte de la foule. Et bien entendu, un détail qui est le fameux D du départ de cet escalier d'honneur. Si vous empruntez cet escalier, vous arriverez à la salle blanche avec le Juste de Wirtz dont nous parlait Charles Piquet. Cette salle blanche était un lieu où de nombreuses manifestations culturelles étaient organisées, celle de la section d'art, donc des concerts de Schumann, de Wagner, des conférences données par quelques-uns des plus grands écrivains de l'époque. D'ailleurs, vous remarquez en dessous du Juste le piano. Et nous terminons bien sûr par la salle des fêtes. Cette salle des fêtes pouvait accueillir 1500 personnes assises et jusqu'à 3000 personnes debout. L'acoustique avait été très étudiée. Horta s'était rendu dans ce but à Bayreuth. Et Horta avait aussi aménagé, à l'opposé de la scène que vous voyez là, deux portes qui permettaient une évacuation prudente en cas d'incendie
ou de catastrophe. Et je terminerai évidemment avec la terrasse, qui était un symbole très fort de cette maison du peuple, un lieu où littéralement il était possible de dominer la ville. Voici de manière très littérale les différentes fonctions, les aménagements de cette maison. Elle est l'expression politique du Parti ouvrier belge, elle est aussi le relais économique des coopératives, mais elle a également une dimension morale. L'alcool était interdit dans le café, une dimension culturelle, je vous ai parlé des cours et des concerts qui étaient donnés, et reste ensuite sa dimension symbolique, incarnée dans l'art. Le beau, autant que le pain, participe de la réforme de la société. Le parti et ses relais se battent donc sur tous les fronts pour faire advenir une civilisation neuve. Et j'utilise le mot civilisation à dessein parce que c'est ce mot que nous retrouvons aussi dans un livre publié en 1898, Le socialisme en Belgique. Ses auteurs sont Émile van der Velde, le leader du parti, et Jules Destrée, un parlementaire. Ce qui est très étonnant, si vous ouvrez ce livre, c'est de découvrir que dans la table des matières, les préoccupations esthétiques arrivent à une place d'honneur. Elles arrivent avant les préoccupations morales. Et au fond, tout cela montre que dans ces dernières années du XIXe siècle, l'union entre l'art, la société et la vie semble un bref instant possible. L'auteur de ce chapitre, très probablement Jules Destrée, considère voir venir une civilisation qui fera éclore, comme des fleurs, dit-il, les chefs-d'œuvre. Et il termine ce chapitre sur cet extrait. Ajoutons pour finir que le Parti ouvrier sait faire appel, le cas échéant, aux artistes novateurs et originaux. C'est ainsi que les plans de la nouvelle Maison du Peuple de Bruxelles ont été confiés à l'architecte Horta, et le monument a érigé en souvenir de Jean Wolders au sculpteur Georges Minde. Justement, cette sculpture de Georges Minde entretient des liens étroits avec la Maison du Peuple. D'abord parce que la commande était de faire un monument, une sculpture en l'honneur de Jean Wolders. Et Jean Wolders est un membre du parti vibrant, enthousiaste, rédacteur en chef du journal Le Peuple, mais aussi administrateur de la Maison du Peuple. Et on peut vraiment considérer que c'est grâce à lui qu'il y a eu la commande d'une nouvelle Maison du Peuple. Mais très énergique, il décédera malheureusement à 40 ans, en 1896, 3 ans avant de voir la Maison du Peuple qu'il avait rêvé être matérialisée. Lorsque le sculpteur Georges Minde reçoit la commande, plutôt que de se satisfaire d'un simple buste, il décide de faire un monument ambitieux de 3 mètres de hauteur qui s'appellera la Solidarité. Néanmoins, et vous voyez ici évidemment les croquis de cette œuvre. Néanmoins, l'œuvre, comme le retard de l'artiste à la livrée, effraie la section bruxelloise du Parti ouvrier qui décide finalement d'annuler la commande. Minde est désespéré et il procède à la destruction de cette œuvre sous le regard médusé de Henri van de Velde et de sa femme qui disent « Nous le vîmes avec une tranquille et froide détermination, occupé à abattre le groupe à coups de marteau, arrachant de ses propres mains une tête, un bras, une cuisse. » Cet événement dessine une analogie monstrueuse avec la destruction à venir de la Maison du Peuple. Comme si, par un étrange raccourci de l'histoire, mais ici l'histoire devient presque mythe, la Maison du Peuple portait en elle-même sa propre fin. Et nous ne pouvons alors nous empêcher de penser à ce qu'écrit Horta en 1939 dans ses mémoires au sujet de la Maison du Peuple. L'enseigne d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, si, comme déjà plusieurs autres de mes œuvres on la démolissait, je n'en serais guère étonné. Une vision déjà en 1939, mais cette date est importante, parce que c'est aussi à ce moment que Victor Horta met au pilon ses plans, ses dessins, ses archives.
dont bien évidemment les plans de la Maison du Peuple, qui à l'époque, les journaux le disaient, si vous les mettiez bout à bout, ils couvraient la superficie totale de la Grande Place. Un peu comme si cette destruction des plans et des dessins annonçait, 25 ans avant la destruction effective de la maison, son avenir. En 1893, Paul Signac peint Autant d'harmonie, une œuvre avec la technique dite pointilliste de 3 sur 4 mètres, et le sous-titre de cette œuvre est particulièrement intéressant. L'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. Cette phrase pourrait être littéralement utilisée aussi comme le programme, justement, de ce mouvement ouvrier. À tel point d'ailleurs que Signac décide de faire don de cette œuvre, décide de se mettre à disposition gratuitement pendant un mois pour l'installer dans la Maison du Peuple. Le don est accepté par les instances du parti. Hélas, la peinture ne rejoindra pas Bruxelles, car selon Signac, qui écrit dans une lettre, le tir lignard de la Maison du Peuple, Horta, n'ayant pas daigné en 6 mois trouver le temps de faire installer les 4 planches qui devaient servir à ma décoration. 3 œuvres donc, 3 destins tragiques, mais surtout 3 symboles de cette osmose furtive entre un mouvement politique progressiste et un art audacieux, exigeant tous deux d'une même voie la fondation d'un monde nouveau. La sculpture et la maison sont détruites suite au retournement des instances du parti. Et la peinture, aujourd'hui égarée dans la mairie de Montreuil, je m'excuse pour la mairie de Montreuil, ne trouvera jamais l'emplacement que lui réservait Signac, en raison, sans doute, de l'indifférence de Horta. Ainsi, l'idéal exprimé dans les œuvres artistiques, l'espoir gravé dans les programmes des partis, sont souvent trahis par l'histoire ou par la mesquinerie des hommes. Il ne nous reste alors que le rêve en contemplant la peinture de Signac, ou le regret en pensant à la sculpture de Mine et à l'œuvre de Horta, à jamais détruite. Pour la Maison du Peuple, une lente agonie préludera à l'inévitable destruction. En 1910, Richard Pringier, qui à ses débuts mettait à l'échelle les dessins de Victor Horta pour la Maison du Peuple, devient l'architecte en titre de la Maison du Peuple de Bruxelles. À l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles en 1910, il construit, dans la plaine Solbosch, le pavillon de la Maison du Peuple. Vous remarquez immédiatement, bien sûr, que toute référence à Art Nouveau a disparu. De même que le style beaux-arts a les faveurs de la bourgeoisie bruxelloise, le parti a abandonné son rêve d'écrire en lettres de fer et de verre son ambition d'une société renouvelée. L'art dit nouveau n'est plus au programme et le parti, lui, est aux portes du pouvoir. Avant 1914, tout le monde au sein du parti pense l'entrée au gouvernement imminente. Pringier est aussi chargé en 1911 de construire une extension de 6 étages derrière la Maison du Peuple. Cette extension va évidemment profondément modifier les arrivées de lumière, les espaces initialement pensés par Horta. Elle est construite en ciment. Le ciment fait place au fer. Et cette extension se pourvoit d'une seconde salle des fêtes, qui double l'autre, mais cette fois dans un style Napoléon III bâtardi. Et enfin, la terrasse de la Maison du Peuple, où l'ouvrier pouvait s'enivrer d'air et de lumière, est condamnée. Des bureaux y prendront place pour assurer les arrières administratifs de cette grande machine qui est devenue la société coopérative et le parti ouvrier. Viendront par la suite d'autres renoncements, d'autres trahisons. Les fers de Horta seront repeints. On envisagera même de saucissonner la salle des fêtes pour la transformer en bureau. Un cauchemar kafkaïen a succédé à l'utopie proudhonienne. Après la Deuxième Guerre, Jean-Jules Egerix prend la succession de Pringier. Jean-Jules Egerix, dont le père était l'entrepreneur
de Horta pour la construction de la maison du peuple. Il parvient, in extremis, à empêcher la destruction du balcon du 3e étage, mais tout s'accélère très vite. La maison, telle qu'elle existe, ne répond plus aux besoins du parti. Elle est le témoin encombrant d'un passé révolu. Dès lors, rien n'empêche la décision, en 1964, de vendre la parcelle et d'y construire la fameuse tour que les services d'urbanisme limitent tout de même à 83 mètres de hauteur, pour ne pas qu'on la voie de la grande place. Après avoir déjà sauvé du massacre bien des maisons de Horta, dont le futur musée Horta, Jean Delay s'active. Un manifeste accompagné de 600 signatures, rassemblées auprès des plus grands architectes internationaux, n'empêche cependant pas la destruction. Dans le camp d'en face, Camille Haussmann ne craint pas d'afficher haut ses opinions. Il dit « Laissez donc Horta en paix, il ne faut pas qu'on s'occupe de lui, la maison du peuple de la place Vandervelde est une construction lamentable. » Heureusement, un crédit donné in extremis par le gouvernement permet le démontage de cette maison du peuple, et vous en avez un exemple ici, avec le démontage de la salle des fêtes. Les éléments sont rassemblés dans un terrain à Tervuren pour être transférés à Jette en 1981. Au moment du déménagement vers Jette, certaines sources nous apprennent que déjà 40 tonnes de fer ont été subtilisées. Et une fois à Jette, les vestiges sont repérés par un ferrailleur qui va les vendre au poids pour les faire fondre. Sur les 130 tonnes restantes, 70 seront vendues. Un journal britannique titre « Sur la seconde mort de la maison du peuple ». Les quelques éléments survivants sont alors récupérés par divers organismes et replacés avec plus ou moins de bonheur en différents lieux. Au café Horta à Anvers, à la station Horta à Saint-Gilles ou encore au musée Horta. Et puis, nous arrivons au musée Horta en 2014, par un étrange retournement de l'histoire. C'est bien grâce à Richard Pringier, mais aussi à Egerix, que cette restitution numérique a pu voir le jour. Sommeillé dans les archives du musée Horta, un fonds jamais exploité, qui reprenait tous les plans de l'extension réalisée par Richard Pringier et des aménagements également exécutés par Egerix. Or, pour réaliser de tels plans, les deux architectes avaient dû prendre le relevé de la maison du peuple existante. Et les plans originaux de Horta ayant disparu, cette source inédite, non encore exploitée, allait nous permettre de pouvoir pousser beaucoup plus loin notre recherche et notre connaissance de la maison du peuple. Dès lors a commencé un travail de récollement et de numérisation de toutes ces archives, pas seulement celles conservées au musée Horta, mais aussi dans d'autres institutions à travers la Belgique, afin de pouvoir offrir aux étudiants du laboratoire Alice une source, une base de données entièrement numérisée sur laquelle ils allaient pouvoir travailler pour faire leurs hypothèses de restitution. Leur première tâche a été, sous la direction de Michel Provost, de restituer la structure de la maison. Tâche particulièrement délicate, puisque à côté de Jean Delay, Pierre Huttmans était à l'origine aussi de cette déconstruction de la maison du peuple, de cette lutte contre la destruction de la maison du peuple, et il écrivait déjà « On n'allait pas tarder à s'apercevoir que la structure de l'édifice était d'une énorme complexité. Ce qui semblait porter ne portait pas toujours. Je me souviens en particulier, c'est ce que vous voyez là, je me souviens en particulier d'une grande poutre de la salle Matteotti qui paraissait porter sur des consoles qui étaient en réalité suspendues à la dite poutre. Et je profite aussi de l'occasion pour vous montrer, donc, il y a eu de nombreuses campagnes photographiques avant la destruction, pendant le démontage.
Vous voyez ici que chacune des pierres blanches a été soigneusement numérotée, et ces pierres, après leur exil en différents lieux, sont arrivées à Gand pour être concassées finalement au début des années 2000 encore. Et puis, restituer cette structure, c'était aussi répondre à une question. Une question qui, depuis la construction de la Maison du Peuple, était toujours restée insoluble. Comment les charges descendant des fermes de la salle des fêtes, située au dernier étage, pouvaient descendre, se répercuter dans le bâtiment, tout en ménageant un espace suffisant pour la salle de café. Donc vous avez la salle des fêtes dans le toit, vous imaginez un cube, ou plutôt un rectangle, et en dessous la salle de café. Et le poids des fermes, évidemment, arrive sur cette salle de café, mais il faut laisser un vide pour pouvoir l'y intégrer. Or, en apparence, ce sont ces doubles piliers, vous en avez d'autres en face, qui supportent ce poids. Néanmoins, en cours de chantier, et suite, selon Horta, dans ses mémoires, au mauvais calcul de son ingénieur, cette structure s'est vite révélée insuffisante. Les piliers ont donc été doublés dans la maçonnerie par l'élément que vous apercevez ici, qui venait donc supporter cette gigantesque poutrelle métallique que nous avons vue au début de notre présentation. Et vous avez posé perpendiculairement deux autres poutrelles correspondant justement à l'endroit où se trouvaient les fermes. C'est ainsi donc que la descente des charges de la salle des fêtes était aménagée. Et l'une des étudiantes du laboratoire Alice, Megan de Prince, qui a réalisé son travail avec Michel Provost, a aussi pu démontrer que ce très très beau, cette très belle composition très géométrique que vous apercevez au plafond de la salle de café ne supporte rien d'autre qu'elle-même. On la regarde, on a le sentiment qu'elle a une raison structurelle, mais elle ne supporte même pas le plancher du deuxième étage. Ainsi, contrairement à la volonté de Horta de rendre visible la structure interne de la maison, nous assistons ici au divorce entre une structure apparente mais inutile et une structure réelle mais cachée. Alors, je ne veux pas ici jouer le rôle du second fossoyeur de Victor Horta, parce que cette contradiction est très courante, et on la retrouve chez de nombreux architectes, même parmi d'autres tout aussi importants qu'Horta, tout au long de l'époque Art Nouveau. Et il faut tout de même rappeler, pour la défense d'Horta, que, comme je vous l'ai dit, le programme était très ambitieux. Il devait, sur un espace en déclivité, un espace biscornu, placer toutes les fonctions que lui commanditait le programme. Et cette difficulté architecturale a certainement encore renforcé la nécessité de réaliser ces quelques bricolages, si vous voulez. Et puis, pour filer la métaphore, souvenons-nous aussi de la situation du Parti ouvrier belge avant 1914. Les leaders usent de formules incendiaires lors des meetings, tout en tentant de modérer l'enthousiasme révolutionnaire de la base. Pour les leaders du parti, seul le réformisme parlementaire est la clé. Si au parti il y a donc scission entre la rhétorique des mots et la réelle politique des faits, chez Horta également, le divorce entre une structure décorative et une structure effective est consommé. Et j'espère que vous me pardonnerez de pousser aussi loin l'analogie, mais la tentation était trop grande, et je crois que ça permet à ces deux mouvements de véritablement s'éclairer mutuellement. C'est bien donc un étrange 19e siècle que nous redécouvrons, un siècle qui voit la naissance conjointe du mouvement ouvrier et de l'Art Nouveau, qui partagent tous deux le même rêve et les mêmes contradictions. Je terminerai avec ces trois très belles photographies prises par Jean Delay à la veille de la destruction de la Maison du Peuple, pour laisser la parole à Jules Destrée, qui lui écrit à la veille de l'inauguration de la Maison du Peuple.
Et dans ce livre dont je vous ai parlé au début de cette communication, Jules d'Estrées écrit « L'État doit d'abord, par probité, conserver pieusement les monuments, tableaux ou objets d'art légués par les siècles antérieurs et dont nous ne sommes que les usufruitiers. Nous devons, sous peine de malversation, rendre intacts à nos descendants les trésors que nous ont confiés les ancêtres. » Voilà, je vous remercie.